La neige dépassait déjà mes chevilles quand Constance de Valmont a jeté mon manteau à mes pieds comme s'il s'agissait d'un déchet. Elle ne voulait pas que je souille son perron. Prends tes bébés et disparais. Je me suis penchée. Aussi vite que j'ai pu, une main sur ma poitrine, l'autre berçant mon nouveau-né, et j'ai attrapé le manteau de ma main libre, sans même avoir le temps de l'enfiler correctement avant que Damien ne pousse la porte plus largement derrière sa mère. Mes bottines, celles que je laissais près d'eux. L'entrée pour les sorties rapides, était toujours là, et j'y ai glissé mes pieds à moitié lacés, mes mains trop tremblantes et occupées par les jumeaux. Pour gérer le reste. Ce n'était pas suffisant. Pas contre une nuit aussi glaciale, pas contre ce vent qui transperçait mon manteau grand ouvert et mes chaussures dénouées. Mais c'était mieux que rien. Et à ce moment-là, mieux que rien n'était tout ce que j'avais eu le temps de saisir. Sa voix a fendu l'air. Glaciale, assez vive pour réveiller les jumeaux dans mes bras. Héloïse a commencé à pleurer la première, son tout petit visage écarlate contre le froid. Édouard a suivi une seconde plus tard, son cri plus ténu, plus faible, âgé d'à peine 10 jours et apprenant déjà que le monde peut se retourner contre vous sans avertissement. Je me tenais là, sur l'allée gelée de la maison où j'habitais. Depuis 2 ans, serrant 2 nouveau-nés contre moi, mon manteau flottant sur une chemise de nuit légère, les pieds dans la neige, regardant mon mari fermer la porte d'entrée derrière sa mère sans une seule fois poser les yeux sur moi. Damien n'a même pas sourcillé. C'est ce détail qui me reste encore en travers de la gorge. Pas le froid, pas les hurlements de Constance. C'était de voir l'homme que j'avais épousé se tenir sur le seuil de notre foyer, baigné par la lumière chaude de notre intérieur, et choisir de fermer la porte sur ses propres enfants. Comme si nous étions des objets qu'il avait déjà mis au rebut quelques jours plus tôt. Il pensait que je n'avais nulle part où aller. Il pensait que j'étais une graphiste indépendante en difficulté, peinant à payer son loyer. Dépendante de la famille de Valmont pour chaque couche, chaque repas, chaque souffle de stabilité qu'il me restait. Ils n'avaient aucune idée de qui se tenait réellement devant eux. Et quand cette histoire prendra fin, ni Damien ni sa mère ne l'oublieront jamais. Je m'appelle Brié-Callahan, et 10 jours avant cette nuit dans la neige, j'ai donné naissance à des jumeaux dans une chambre d'hôpital où mon mari a consulté son téléphone 43 fois pendant 11 heures de travail. J'ai compté. Quand vous êtes allongé là, agrippé à la rambarde, votre corps se déchirant pour donner la vie, compter devient la seule chose qui empêche votre esprit de se briser sous la douleur. 43 fois. L'écran éclairant son visage tandis qu'une infirmière me tenait la main. Parce qu'il ne le faisait pas. Je me disais que c'était le stress. La nervosité. Du futur père. Je me suis raconté beaucoup d'histoires pendant ces années parses. Que c'est ce que vous faites quand vous avez bâti toute votre vie d'adulte. Autour d'une fiction que vous avez besoin de croire vraie. Voici l'histoire que vous devez d'abord comprendre, car rien de ce qui est arrivé ensuite n'aurait de sens sans elle. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Damien de Valmont lors d'un gala de charité à Paris. J'y représentais un petit cabinet de design d'intérieur. Du moins, c'est ce qui était inscrit sur ma carte de visite. Ce qui ne l'était pas, c'est que le cabinet m'appartenait. Je l'avais bâti de rien. Commençant par des croquis dessinés à la main vendus depuis un studio loué dans le Marais quand j'avais 24 ans, pour en faire une référence que les clients fortunés s'échangeaient à voix basse dans des salons où je n'étais même pas invitée. Je travaillais sous un pseudonyme professionnel, Ren Ashford, un nom que j'avais créé quand j'étais terrifiée à l'idée que si les gens apprenaient qu'une femme de 20 ans, sans diplôme d'architecture officielle, était derrière ces projets, ils cesseraient de me prendre au sérieux. L'alias est devenu une sorte de protection. Personne dans le monde de Damien n'avait
Jamais fait le lien entre Briey-Callahan, la femme effacée qui se rendait au dîner de famille en blazer de seconde main, et Reine Ashford, la désigneuse dont la liste d'attente s'étirait sur 18 mois. Je n'ai jamais menti sur ma réussite. J'ai simplement omis de l'afficher. Il y a une différence, même si la famille de Valmont passerait les 3 années suivantes à refuser de la voir. 1. Grandissant, l'argent avait toujours été une source d'humiliation silencieuse. Chez moi. Ma mère faisait des ménages le soir et des travaux de couture le jour. Pour nous maintenir à flot après le départ de mon père. Et je me souviens, avec une clarté qui ne s'est jamais estompée, de la manière particulière dont certains proches regardaient son manteau usé, ses chaussures fatiguées, la façon dont elle comptait ses pièces à l'épicerie. Je m'étais promis, toute jeune, que je construirais quelque chose de si solide que personne ne pourrait plus jamais me regarder ainsi. Je n'avais juste jamais imaginé que la version du succès que j'avais bâti finirait par être ce que je cachais à l'homme que j'avais épousé. Parce qu'une vieille blessure en moi équivalait encore l'amour au fait d'être désiré, peu importe ce que je possédais. Cette blessure est exactement ce sur quoi la famille de Valmont a appuyé, encore et encore, sans jamais savoir qu'il le faisait. Damien était charmant ce soir-là, attentif d'une façon qui semblait être un rayon de soleil après des années de réunions glaciales et de nuits de travail solitaire. Il posait des questions et écoutait réellement les réponses. Il m'a fait rire si fort à ce gala qu'un serveur nous a demandé de baisser le ton. Je suis tombée amoureuse de lui lentement. Comme on plonge dans un bain tiède sans remarquer l'eau qui monte. Je ne l'ai pas corrigé quand il a supposé que ma garde-robe modeste signifiait des revenus modestes. Je n'ai pas expliqué que le petit projet de design que je mentionnais avec désinvolture était en réalité une entreprise de 12 employés avec des contrats pour des clients dont les hôtels particuliers possédaient des ascenseurs. Une petite partie de moi, silencieuse, aimait être aimée sans que mon succès y soit attaché. Je voulais savoir si Damien de Valmont m'aurait choisi, même si je n'avais rien eu. J'ai eu ma réponse. Il a juste fallu 3 ans et 2 nouveau-nés pour qu'elle arrive. Constance ne m'a jamais aimée. C'était évident. Dès notre premier dîner, quand elle a jeté un œil à ma robe achetée en grande surface et a dit, assez fort pour que toute la table l'entende, eh bien, Damien ne choisit certainement pas ses conquêtes pour leur compte en banque. N'est-ce pas? J'en avais ri à l'époque. Je ris beaucoup moins maintenant. Constance dirigeait la famille de Valmont comme une multinationale, dont elle était la présidente permanente. Le défunt père de Damien avait laissé une fortune modeste et une petite entreprise d'hôtellerie de luxe en difficulté, que Constance tentait de maintenir à flot depuis une décennie par une obstination pure et une série de prêts de plus en plus désespérés. Elle adorait les apparences. Elle adorait le contrôle. Et elle avait décidé, dès le premier mois de notre rencontre, que j'étais une femme qui cherchait à s'élever, une femme à gérer, à surveiller et éventuellement à éliminer une fois que j'aurais servi l'objectif qu'elle s'était imaginé. Je ne me suis pas battue pour obtenir une place dans cette famille. J'ai simplement construit ma vie tranquillement à côté de la leur, travaillant depuis une véranda aménagée dans la maison que Damien et moi avions achetée ensemble. Une maison qui, sur le papier, était aux 2 noms, mais pour laquelle j'avais apporté près de 70% de l'apport initial, en utilisant des économies dont je n'avais jamais révélé la source. Damien savait que j'avais de l'argent de côté. Il n'a jamais demandé combien. Je ne l'ai jamais dit. Avec le recul, ce silence n'était pas de l'intimité. C'était 2 personnes construisant un mariage sur des vérités séparées, et des vérités qui ne sont pas partagées finissent par tourner au vinaigre. La grossesse fut éprouvante. Porteur des jumeaux est difficile pour n'importe qui, et les miens
m'ont épuisé tout au long des 36 semaines. Damien s'est éloigné dès l'instant où le test s'est révélé positif. Je me disais que c'était la peur. La paternité terrifie beaucoup d'hommes. Je trouvais des excuses pour les retours tardifs du bureau, pour le téléphone qu'il commençait à poser face contre terre. Sur chaque surface, pour la façon dont il a cessé de me prendre dans ses bras. Bien avant que je sois trop encombré par mon ventre. Il y avait des signes plus petits, le genre qu'on ne reconnaît vraiment que lorsqu'on est forcé de regarder en arrière sous une lumière crue. Damien a arrêté de demander comment avançaient les prénoms vers le 5e mois. Il a cessé de poser sa main sur mon ventre le soir, attendant un coup, riant doucement quand il en sentait un. Il a commencé à rentrer plus tard, toujours avec une explication raisonnable. Un dîner client, une échéance, un pot de départ. J'ai tout cru parce que le croire était plus facile que de faire face à l'alternative. J'aurais dû prêter plus attention à une femme nommée Sabrina Voss. Sabrina travaillait dans l'entreprise de Damien, une chargée de marketing avec un rire qui résonnait dans les bureaux. En open space et l'habitude de prendre des nouvelles de mon mari les week-ends. Quand j'étais plongée dans la peinture de la chambre de bébé et l'épuisement du 3e trimestre. Je l'ai rencontré 2 fois lors d'événements d'entreprise. À chaque fois, Damien l'a présenté avec la même désinvolture. Étudier. C'est Sabrina. Elle fait partie de mon équipe. Le genre d'introduction qu'un homme fait quand il a répété à quel point cela doit paraître anodin. Je ne savais pas encore. Je veux être honnête à ce sujet, car ce n'est pas une histoire où je jouais les détectives brillants dès le début. J'étais une femme très enceinte, très fatiguée, essayant de monter une chambre et de gérer une entreprise depuis un ordinateur posé sur mes genoux gonflés. J'ai manqué des choses. Ou peut-être qu'une part de moi a choisi de ne pas regarder de trop près. Comme on évite de toucher un bleu parce qu'on sait déjà à quel point ça fera mal. Les jumeaux sont arrivés 3 jours en avance au milieu d'une tempête de neige un mardi. 11 heures de travail qui m'ont laissé vider. Recousu, tenant 2 humains incroyablement petits qui étaient, pour un moment, épuisés et baignés de larmes, la seule chose qui comptait au monde. Édouard est arrivé le premier, calme et attentif même en nouveau-né. Héloïse a suivi 4 minutes plus tard, déjà furieuse contre l'air froid de l'hôpital. Son cri a rempli la pièce d'une telle intensité qu'une infirmière a ri en disant qu'elle dirigerait le foyer dès ses 3 ans. Damien les a tenus tous les 2. Il a pleuré, vraiment pleuré, et pendant un instant, je me suis permis de croire que toute la distance qui s'était creusée pendant la grossesse s'effacerait. Maintenant que nos enfants étaient là. J'avais tort. Elle ne s'est effacée que pendant 10 jours. 10 jours, ce n'est pas très long. C'est à peine le temps pour que le cordon ombilical tombe. À peine le temps pour qu'un corps de mère se souvienne comment fonctionner avec un sommeil haché. C'était apparemment assez de temps pour que Damien et sa mère finissent de planifier ce qui suivait. J'ai remarqué un changement au 7e jour. Constance a commencé à arriver à la maison quotidiennement, toujours avec une excuse, apportant de la soupe. Vérifiant mes petits-enfants, s'attardant dans la cuisine avec Damien dans des conversations étouffées qui s'arrêtaient dès que j'entrais. J'ai mis cela sur le compte de l'enthousiasme d'une grand-mère mélangé à l'épuisement des parents, rendant tout plus suspect que ça ne l'était. Au 9e jour, j'ai trouvé un texte sur la tablette familiale partagée. Un message de Sabrina à Damien qui s'était synchronisé sur tous les appareils. Ce n'était pas explicite, mais presque, on y est presque. Une fois qu'elle sera partie, on pourra enfin arrêter de se cacher. Je l'ai lu dans la chambre de bébé à 4 heures du matin, Héloïse endormie contre mon épaule. Tout mon corps est devenu soudain plus froid que la pièce elle-même.
Une fois qu'elle sera partie, partie d'où? Je ne comprenais pas encore tout à fait. J'ai supposé, dans ma panique de privation de sommeil, que cela signifiait partie du mariage. Je n'avais aucune idée, pas encore, à quel point cette expression allait devenir littérale. J'ai confronté Damien le lendemain matin. Calme, épuisé, tenant Édouard pendant qu'il buvait au biberon parce que mon corps n'avait plus rien à donner. Je lui ai demandé directement qui était Sabrina pour lui. Il n'a pas nié, comme l'aurait fait un homme coupable mais repentant. Il ne s'est pas effondré, n'a pas demandé pardon. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si j'avais enfin dit tout haut ce qu'il était trop lâche pour exprimer. C'est fini, briller, a-t-il dit. Ça ne fonctionne plus depuis longtemps. Je pense qu'il vaut mieux être honnête maintenant avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Plus compliquées? Comme si 2 nourrissons de 10 jours n'était pas déjà la chose la plus précieuse et complexe dont nous serions jamais responsables. Je veux vous dire que j'ai riposté avec feu et fureur. Mais la vérité, c'est que je suis restée là, assise, tenant notre fils, tandis que mon mari expliquait d'une voix calme et répétait que lui et Sabrina étaient ensemble depuis près d'1 an, qu'il comptait me le dire une fois que les choses se seraient calmées. Et que sa mère était d'accord pour dire qu'il serait préférable pour tout le monde que je prenne du temps pour réfléchir ailleurs. Ailleurs, comme si j'avais un « ailleurs », tout près, comme si une femme à 10 jours de postpartum avec 2 nouveau-nés avait un logement de ce courant. Attente. Ils pensaient que je n'en avais pas. C'était leur première erreur. Constance est arrivée à 18h, soi-disant pour aider, bien que j'ai compris que ces visites n'avaient jamais concerné les jumeaux. Elle a traversé la porte avec l'énergie d'une femme qui attendait ce moment. Il faut qu'on parle, briller, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé comme si elle possédait la maison, ce qu'elle croyait, n'ayant jamais imaginé que quelqu'un d'autre que Damien ait pu la payer. Cette situation n'est clairement pas durable. J'ai demandé de quelle situation elle parlait. Toi et Damien? A-t-elle dit en agitant la main comme si le mariage lui-même était un meuble encombrant. Ça ne marche pas. Tout le monde le voit, franchement ma chère, il serait mieux pour les enfants d'avoir de la stabilité plutôt que de grandir dans une maison pleine de tensions. J'ai serré Héloïse plus fort et j'ai demandé simplement où elle pensait que je devais emmener cette stabilité, puisque je n'avais aucune famille dans la région, aucun revenu immédiat dont elle avait connaissance et 2 nourrissons qui nécessitaient des soins 24 heures sur 24. Constance a souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Tu trouveras bien une solution. Tu y arrives toujours, n'est-ce pas? 1. Travaillant depuis ta petite véranda, la façon dont elle a dit « petite » m'a donné des frissons. Tu t'en sortais clairement avant Damien. Je suis sûre que tu te débrouilleras. J'ai regardé Damien debout près du seuil de la cuisine, les bras croisés, ne disant rien. Ne me défendant pas, ne défendant pas le droit de nos enfants à une maison stable que leur mère avait bâtie avec son propre argent. Juste là, laissant sa mère faire le sale boulot de mettre fin à mon mariage à sa place, exactement comme il avait laissé une infirmière me tenir la main pendant l'accouchement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose avait basculé de façon permanente. Et cela a basculé très vite au cours des heures suivantes, jusqu'à un point de non-retour. C'est arrivé juste avant 21h. J'étais montée à l'étage pour nourrir les jumeaux quand j'ai entendu des voix monter. Le ton tranchant de Constance, la voix basse de Damien essayant vainement de l'interrompre. Quand je suis redescendue avec Édouard, Constance était près de la porte d'entrée, tenant mon manteau, mon sac de maternité et des affaires de bébé. Elle avait fait mes bagages pendant que
J'étais en haut. Je pense qu'il est préférable que tu ailles dormir ailleurs. Ce soir, a-t-elle dit. Fais le vide. Laisse Damien et moi régler les détails. Pratique. Je lui ai dit que je ne quitterais pas mon foyer à 21 heures avec 2 nouveau-nés au milieu d'une tempête de neige. C'est là que sa voix a percé, ce cri qui a lancé toute cette histoire. Prends tes bébés et disparaît. J'ai regardé Damien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Attendant désespérément qu'il intervienne, qu'il dise à sa mère d'arrêter, qu'il reconnaisse que notre rupture ne signifiait pas que nos enfants méritaient d'être jetés dans la tempête. Il n'a pas bougé. Il a fixé le sol, puis il a ouvert lui-même la porte. Je ne me souviens pas avoir décidé de la franchir. Je me souviens du froid frappant mon visage, plus tranchant que tout ce que j'avais ressenti en des années, puis du bruit de la porte qui se refermait, le clic du verrou, la lumière chaude disparaissant derrière le verre dépoli, tandis que je restais sur l'allée, tenant 2 nourrissons en pleurs. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu bouger. Mon corps se remettait encore de l'accouchement. Chaque point de suture criait sous l'effort de rester debout. Et le vent coupait à travers le coton de ma chemise. Le cri d'Héloïse est monté, brut et frénétique. Et je me souviens avoir pressé mes lèvres contre le sommet de sa tête, murmurant la seule chose qui me venait, encore et encore, à elle et à moi-même, on va bien. On va bien. On va bien. Je n'y croyais pas encore. Je le disais quand même, parce qu'un nouveau-né ne peut pas entendre le désespoir et qu'une mère ne peut pas se permettre de le montrer. Même quand le désespoir est la seule chose honnête dans sa poitrine. J'ai regardé une dernière fois la maison, la lumière du porche brillant comme de l'or contre la neige, la silhouette de Damien se retirant de la fenêtre, et quelque chose en moi est devenu très calme et très immobile. La façon dont l'eau devient calme juste avant de geler. J'ai pensé avec une clarté étrange, celle qui ne vient que dans les moments de vrai choc. Il pense que c'est la fin de quelque chose pour moi. Il n'avait aucune idée que c'était le début. Je n'ai pas appelé un foyer. Cette nuit-là. Je n'ai pas appelé un ami pour venir me secourir en sanglotant. J'ai fait quelque chose que Constance et Damien n'avaient jamais imaginé que je sois capable de faire, parce qu'ils avaient passé 3 ans à décider que j'étais une femme sans rien à son nom. J'ai appelé la ligne d'urgence de mon entreprise, le service privé que mon cabinet conservait pour les déplacements urgents de clients. En 11 minutes, un SUV noir est entré dans l'allée. Mon assistante, Marisol, avait réservé une suite dans un palace et préparé des biberons chauds pour mon arrivée, car je l'avais prévenue dès que j'avais quitté ce perron. Et Marisol n'a posé aucune question avant de commencer à passer des appels. Je veux être très claire, je n'ai jamais été ruinée. Je n'ai jamais manqué d'options. J'avais simplement passé 3 ans à choisir de ne pas révéler la vérité sur qui j'étais et sur ce que j'avais bâti, parce que je voulais un mariage où l'on ne m'aimait pas pour mon compte en banque. Ce choix m'avait coûté la capacité d'être vue clairement par les 2 personnes qui allaient apprendre exactement qui elles avaient jeté dans la neige. À minuit, enveloppée dans un peignoir d'hôtel avec les 2 jumeaux enfin endormis dans un berceau médicalisé que mon entreprise tenait en réserve, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait la seule chose que j'avais évitée pendant 3 ans, j'ai dit la vérité. Le premier appel fut pour mon avocate, une femme acérée et imperturbable, nommée Priya Okafor, qui gérait les contrats de ma société depuis le début. J'ai tout expliqué, la maison, les preuves d'apport sous mon vrai nom, le mariage, la liaison, le cri dans la neige. Priya a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, briller, tu possèdes 70% de l'équité de cette maison via des virements documentés. Tu as
3 ans de relevé bancaire prouvant un revenu indépendant supérieur à tout ce que Damien a jamais gagné. Et tu as un message prouvant l'infidélité. Prémédité au moment même de ton accouchement. Ce n'est pas complexe. Cela va être très, très propre. Le deuxième appel fut pour ma directrice de la communication, une femme férocement loyale nommée Odessa Marsh, qui me suppliait depuis 2 ans de laisser le secteur savoir que Ren Ashford et Brillé Callahan ne faisait qu'un. C'est une histoire, briller, disait-elle souvent. Une bonne. Les gens adorent découvrir que la femme effacée au coin de la pièce est en fait celle qui mène la danse. Cette nuit-là, pour la première fois, je lui ai dit de la publier. Pas par méchanceté. Je veux être honnête sur mes motivations. Les histoires de vengeance ne sont satisfaisantes que si elles sont enracinées dans la réalité. Je ne faisais pas ça pour détruire Damien par simple plaisir. Je le faisais parce que j'avais enfin compris que cacher mon succès n'avait jamais protégé mon mariage. Cela avait seulement protégé la capacité de Damien et Constance à me sous-estimer. Et la sous-estimation, j'apprenais vite, est une chose très dangereuse à offrir à des gens qui vous méprisent déjà. Il y avait aussi un côté pratique à cette médiatisation. Toute entreprise de ma taille effectue une revue de conformité. Lorsque le nom d'un fondateur devient public, en lien avec des troubles juridiques ou réputationnels, c'est une gestion des risques routinière. L'équipe d'Odessa a scruté la liste des contrats actifs dans la semaine, croisant chaque client avec le nom de Valmont par simple prudence. C'est là que nous l'avons trouvé. Le gestionnaire d'affaires de Constance avait signé avec mon cabinet près d'1 an plus tôt, via une recommandation d'un autre client du secteur de l'hôtellerie. Une façon assez ordinaire pour que les contrats arrivent dans un marché du design de luxe qui est plus petit et plus interconnecté qu'on ne le pense. Personne de mon côté n'avait fait le rapprochement, car je ne vérifiais pas personnellement les listes de clients à cette échelle, et le gestionnaire de Constance avait signé l'accord sans qu'elle ne demande jamais qui était réellement derrière le cabinet. Les semaines suivantes ont pris une tournure que je n'avais pas prévue. Le reportage d'Odessa est paru dans une publication influente du secteur. La fondatrice timide et secrète, à l'origine de certains des intérieurs les plus recherchés, avait un nom, un visage et une histoire, celle d'une femme ayant survécu à une nuit d'hiver après avoir été mise à la porte de chez elle. L'article ne citait pas Damien ou Constance directement, mais il n'avait pas besoin de le faire. Tous ceux dans leur cercle social qui l'ont lu savaient exactement qui était le mari séparé et la belle-mère manipulatrice mentionnée avec précaution juridique. Priya a agi rapidement sur le plan légal. En 4 jours, elle a obtenu une ordonnance d'urgence m'accordant l'usage exclusif du domicile. Les tribunaux français agissent vite quand des nourrissons sont impliqués et qu'un parent prouve avoir été expulsé sans aucune précaution. Ce n'était qu'une ordonnance provisoire, mais elle m'a acheté la maison et la stabilité pour les jumeaux. Pendant que le reste de la procédure, qui a duré 2 mois, se déroulait comme l'acte de propriété reflétait ma contribution financière bien plus lourdement que celle de Damien, et que les tribunaux prennent très au sérieux le maintien des nourrissons auprès de leur parent principal, l'ordonnance provisoire a tenu et est devenue permanente. Damien s'est battu brièvement avec l'énergie des hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit et qui ne savent pas tenir la distance. Son avocat a soutenu que la maison était un bien matrimonial. Priya a calmement produit 3 ans de relevés bancaires montrant ma contribution indépendante, ainsi qu'un rapport d'expert comptable montrant que pendant la même période, les contributions de Damien aux dépenses du ménage avaient décliné, tandis que des retraits inexpliqués, plus tard tracés vers un appartement loué au nom de Sabrina Voss, avaient augmenté. La liaison, autrefois seulement suggérée, a fait surface à travers ses documents financiers.
La réaction de Constance à tout cela mérite une mention, car elle révèle tout de ce qu'elle était vraiment sous les apparences polies. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas adouci son ton. Au contraire, elle a tenté de rallier le reste du cercle social contre moi, affirmant que j'avais manipulé la famille, que j'avais caché ma fortune comme une arnaqueuse. Elle a mal calculé. Parce qu'à ce moment-là, l'histoire qui circulait n'était pas celle d'une arnaqueuse. C'était celle d'une mère jetée dans la neige avec des nouveau-nés par la trahison d'un mari adultère et la cruauté d'une belle-mère. Et les clients, il s'avère, se soucient profondément de la moralité de la personne qui redécore leur maison. Plusieurs millions d'euros. 3 des propriétés hôtelières de Constance, celles qu'elle peinait à maintenir à flot depuis une décennie, avaient signé des contrats avec mon cabinet pour une rénovation destinée à sauver l'entreprise. J'ai laissé mon équipe juridique exercer la clause de moralité du contrat. Les contrats ont été résiliés. L'empire de Constance, déjà noyé sous les dettes, a perdu la bouée de sauvetage financière que représentait ce projet. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai envoyé aucun message. J'ai simplement laissé la paperasse parler, de la même manière qu'elle avait laissé une porte claquée par les pour elle autrefois. Rien de tout cela ne s'est fait sans coup personnel. Certains membres de la famille élargie de Damien ont pris son parti publiquement, me qualifiant de calculatrice, disant que j'avais utilisé mon succès contre un homme qui essayait simplement de passer à autre chose. Quelques clients potentiels se sont éloignés, inquiets de leur propre confidentialité par association. Les frais juridiques ont été assez élevés pour que je doive puiser dans des économies de longue date. Et il y a eu des nuits, beaucoup, où je suis restée éveillée avec un nourrisson de chaque côté, ne me sentant pas comme une femme qui gagne quoi que ce soit, juste comme une femme qui survit à une heure de plus dans un combat qu'elle n'avait jamais demandé. La garde des enfants, lorsqu'elle a été fixée, m'a donné la résidence principale. La visite de Damien a commencé sous supervision. C'est la norme quand le tribunal constate une telle instabilité. Au fil de l'année, alors que Damien s'est montré constant et a suivi les cours de parentalité imposés, la supervision a été levée. Je ne prétendrai pas que cela n'a pas compliqué la fin nette et satisfaisante que j'aurais souhaité. La coparentalité avec un homme qui a brisé votre famille est un épuisement particulier. Je suis retournée dans la maison au printemps, là. Même allée où j'étais restée autrefois à geler avec 2 nouveau-nés, maintenant bordée des premiers crocus perçant à travers la neige. J'y suis restée un long moment le jour où j'ai récupéré les clés. Édouard contre moi, Héloïse dans sa poussette, et je me suis enfin autorisée à pleurer. Non de chagrin cette fois, mais de soulagement. Damien a fini par reprendre contact, des mois plus tard, dans un message qui ressemblait plus à celui d'un homme pleurant ce qu'il avait perdu qu'à celui d'un homme comprenant pourquoi il l'avait perdu. Il a écrit qu'il n'avait jamais pensé que les choses iraient si loin. Je n'ai pas répondu avec colère. J'ai répondu avec 4 mots qui semblaient plus vrais que tous ceux que j'aurais pu lui hurler sur ce perron: tu avais reçu tous les avertissements. Il a essayé une fois de plus, des semaines après, en se présentant à l'improviste devant mon bureau où je travaillais désormais ouvertement sous mon propre nom, sans alias pour me cacher. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Il a demandé pourquoi je ne lui avais jamais dit la vérité sur qui j'étais dès le début. J'ai réfléchi un long moment avant de répondre. Je t'ai dit exactement qui j'étais, Damien, ai-je dit. Tu as juste décidé qu'une femme sans argent était plus facile à aimer qu'une femme qui n'avait pas besoin de toi pour survivre. Ce n'était pas mon secret à porter. C'était le tien. Il n'a pas eu de réponse. Je ne pense pas qu'il en aura. Jamais.
La relation entre Sabrina et Damien n'a pas survécu non plus. Il est étrange de voir une relation bâtie sur le secret découvrir que le secret ne disparaît pas une fois qu'il a servi son dessein. Il est simplement redirigé vers celui qu'il est commode de blâmer ensuite. Constance n'a jamais présenté d'excuses. J'ai cessé de les attendre. Certaines personnes sont constitutionnellement incapables d'admettre que l'allée qu'elles ont construite de leurs propres mains est celle qui a fini par les enterrer. J'ai appris, par les réseaux, qu'elle avait fini par vendre l'un de ses hôtels pour couvrir les dettes laissées après la rupture de mon contrat, et restructurer les deux autres. Juste pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Elle a gardé l'entreprise en vie. Techniquement. Mais sa santé a décliné sous le stress de voir une décennie d'apparence s'effondrer en une seule saison. J'ai ressenti quelque chose en apprenant cela, pas du triomphe, non. C'était plus proche de la satisfaction. Sobre de voir la conséquence arriver enfin à une porte qui avait cru, pendant des années, être exemptée de répondre de quoi que ce soit. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de fleurs, ni de jugement. J'ai simplement laissé ça. Situation exister, de la même manière que la mienne avait été forcée d'exister. Sur cette allée, sans abri, sans aide, entièrement à elle seule à gérer. Aujourd'hui, mon studio s'est transformé en bureau complet. Mes deux enfants sont assez grands pour trottiner entre les tables à dessin, tandis que Marisol tente vaillamment de les empêcher de manger des échantillons de soie. Édouard est calme et attentif. Héloïse annonce encore ses opinions à toute la maison dès que quelque chose lui déplaît. Et je n'ai jamais essayé d'étouffer ce feu en elle. Certains soirs, après que les deux jumeaux sont enfin lavés et installés dans un sommeil lourd, je m'assois seule dans la véranda où le second chapitre de ma vie a pris racine, et je me contente de respirer. La maison est calme. D'une manière qu'elle n'était jamais durant ces derniers mois tendus avec Damien. Cette vieille tranquillité était le bruit d'une femme qui se rétrécissait pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre. Ce calme-ci est le son d'une femme qui a enfin cessé de s'excuser pour la taille de la vie qu'elle a construite. Je repense souvent à cette nuit-là, non pas avec la piqûre amère qu'elle portait autrefois, mais avec une étrange clarté. Constance et Damien ont regardé une femme tenant deux nouveau-nés dans la neige et ont vu quelqu'un qui n'avait rien. Ils ont vu quelqu'un qu'ils pouvaient jeter sans conséquence parce qu'ils avaient déjà décidé, bien avant cette nuit, exactement quelle était ma valeur. Ils avaient tort sur presque tout ce qui comptait. Et le sol dans lequel ils m'ont poussé cette nuit-là s'est avéré être exactement l'endroit où j'ai fini par planter quelque chose qui a poussé assez fort pour survivre à tous ceux qu'ils pensaient protéger. Alors, voici ce à quoi je reviens sans cesse, et ce que je veux vous demander directement, car je pense que cela dit quelque chose de vrai sur la facilité avec laquelle les gens confondent le calme avec la faiblesse et la modestie avec le vide. Si quelqu'un que vous aimez décidait que vous n'aviez plus rien à perdre, le laisseriez-vous croire cela? Ou lui montreriez-vous exactement à quel point il avait tort? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Valira Payback pour des récits émotionnels quotidiens, avec de nouvelles vidéos chaque jour.